Nous arrivons dans l'année 1917. « 14 juillet 1917, troisième année de guerre. Paris a l'air en fête comme en temps de paix. Et pourtant, ces soldats qui défilent derrière le drapeau reviennent de l'enfer. Ils ont survécu à l'épisode le plus dramatique de la guerre, la grande offensive de 1917, au chemin des Dames, qui a fait presque autant de victimes en un seul mois que toute l'année 1916 n'en avait fait à Verdun. Au point que Paul Painlevé, le ministre de la Guerre, décide ce même 14 juillet la création d'une commission d'enquête pour déterminer le rôle des officiers généraux qui ont exercé le commandement. Le rapport de la commission d'enquête, qui n'avait pas le pouvoir de juger mais seulement d'informer, devait rester secret pendant 60 ans, alimentant de ce fait les rumeurs les plus folles. L'idée de la commission d'enquête, entourée des généraux Foch et Gouraud. Pendant 2 mois, ces 3 généraux ont recueilli les dépositions de leurs pères, impliqués dans l'offensive désastreuse du chemin des Dames. Pour la première fois, des officiers généraux étaient invités à s'expliquer sur les raisons de l'échec d'une grande offensive. Nivelle reste d'un optimisme inébranlable et ne tient compte ni du terrain, ni des hommes, ni des redoutables fortifications construites par Hindenburg sur toute la ligne de chemin des Dames. Il estime qu'il a mis toutes les chances de son côté. Il se trompe cruellement. Pourtant, la concentration des troupes et du matériel est spectaculaire, exemplaire. Sur le front anglais de la Scarpe, c'est la grande marée des Tommies. Ils ont tout le matériel lourd désirable et même des installations modernes pour survivre. Dans les lignes françaises, on remarque de nombreux tirailleurs marocains, algériens, sénégalais, ceux de l'armée Mangin. Ils ont été recrutés dans les colonies et rapidement instruits au camp de Fréjus. Les premiers tracteurs à chenilles sont à peine sortis des usines. Mais 500 000 chevaux peinent dans les attelages, glissent sur les chemins boueux pour amener au front les 2000 pièces de campagne, les célèbres 75 et 1650 pièces lourdes. Et il faut aussi compter sur 1550 engins de tranchées et 24 gros mortiers que les Anglais nous ont prêtés en renfort. 160 canons de marine à grande puissance sont acheminés par chemin de fer. L'artilleur Nivelle a bien fait les choses. Rien ne remonte plus le moral des fantassins. C'est fabuleux ce qui se prépare ici. Nous sommes si nombreux qu'on ne sait où se mettre. En ligne, les pièces d'artillerie sont si serrées que les servants ne peuvent plus tourner autour. Il paraît qu'on prépare une grande offensive. Le gouvernement dans ses discours, les journalistes dans leur bourrage de crâne et le populo dans la rue disent à qui veut les entendre que le front sera percé et la victoire complète. La proportion des canons utilisés semble plus forte dans cette offensive que dans les précédentes. 1,75 tous les 23 mètres. 1,155 tous les 53 mètres. Une pièce lourde tous les 40 mètres. De quoi retourner toute la ligne Hindenburg. Dans leurs abris, les soldats se préparent. C'est pour le lendemain, 16 avril, à 6 heures du matin. Et cette fois, c'est la bonne. Certains s'isolent pour griffonner une lettre qui peut être la dernière. Chacun ruse avec sa peur. La bataille qui commence se continuera jusqu'à la Meuse. Ce soir, la cavalerie descendra dans la plaine de Laon. Le colonel Marois a prescrit aux musiciens d'emporter leurs instruments. Ils joueront la Marseillaise en arrivant à Martigny. Nous sommes tous confiants et même enthousiastes. La guerre va finir. Quelle déception. Et quel massacre. Dès le début, nous sommes arrêtés par les mitrailleuses. En 10 ou 15 minutes, la compagnie est décimée. Parmi les morts, plusieurs camarades étaient rescapés de Verdun et de la Somme. J'ai toujours devant les yeux ce bout de terrain jonché de cadavres, les uns à côté des autres, entre notre tranchée de départ et notre position avancée de Craonne. Je ne mets pas le nez dehors.
Il fait un temps épouvantable. Depuis 15 jours, de la neige, toujours de la neige. Tourbillon, bourrasque, vent, brouillard. Nous sommes de plus en plus crasseux. Et si encore on savait pourquoi Cette vie n'est qu'un long cauchemar. Quel métier bon sang que d'être fantassin. Ceux de l'arrière qui lisent les lettres des poilus ne sont pas mieux lotis. Car cet hiver 1916-1917 est le pire qu'on ait connu. Les femmes sont au travail, dans les usines, les tramways, les autobus. Les civils se plaignent sans cesse, pire que les poilus. Les députés reviennent de leur circonscription accablés de reproches. La pénurie est générale. Plus de charbon dans les poêles Godin. On fabrique des boulets avec des vieux journaux. Plus de lait pour les enfants, des tickets pour le sucre, des tickets pour la viande, des tickets pour le pain. Devant les magasins, les queues s'allongent, les prix s'envolent à l'étalage. Et plus d'argent. Cette guerre finira-t-elle jamais? Qu'est-ce qu'ils attendent au gouvernement? Alors les uns demandent la paix et les autres la victoire. En Angleterre, des grèves, encore des grèves de femmes dans les usines de munitions où elles remplacent les hommes. Lloyd George doit tenir la barre rudement, lui aussi, il est pressé d'en finir. Tout comme son homologue français Aristide Briand. D'autant que deux... femmes remplacent les hommes partout, à l'usine, en particulier dans les usines d'armement. Elles remplacent les hommes au champ. Elles remplacent les hommes dans la mine. Elles sont parfois même les sapeurs-pompiers dans leur village. Enfin la paix. Mais pour toute la génération qui arrive à la fleur de l'âge quand la guerre se termine, pas question de faire des années 20, des années de deuil. Ils n'ont qu'une envie irrésistible de s'amuser et de vivre. Ils vont faire de Paris leur terrain de jeu et de cette décennie la plus créative du siècle. Ils n'y seraient jamais parvenus seuls. Depuis la fin de la guerre, des étrangers venus de toute l'Europe les ont rejoints. Sans eux, les années 20 ne seraient jamais devenues les années folles. La plupart de ces immigrés n'ont pas un sou en poche. Ils ont été chassés par la misère, la violence et la montée du fascisme. Pour eux, la France incarne le pays des droits de l'homme, le progrès et la justice sociale. « 800 000 Italiens, 500 000 Polonais et 350 000 Espagnols, auxquels il faut ajouter les travailleurs coloniaux. Ils sont en tout près de 3 millions à venir en France durant cette décennie. Paris est un asile inespéré pour ces Arméniens qui ont tout abandonné pour échapper à leurs bourreaux, ou ces Juifs fuyant la misère et les pogroms de l'Est européen. Les années folles font de Paris la ville la plus cosmopolite de la planète.
Sur cette série de photographies prises un après-midi à Paris, on voit une bande de copains. Il y a là un immigré italien, un immigré polonais, un immigré espagnol et un juif breton converti au catholicisme. Ils s'appellent Max Jacob, Modigliani, Kissling et Picasso. 4 des plus grands peintres de l'époque. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi les Russes Marc Chagall et Raïm Soutine, le Bulgare Jules Pasquine, le Biélorusse Ossip Zadkine, le Roumain Tristan Tzara, le Hollandais Kees van Dongen ou encore le Japonais Tsugaoru Fujita. Certains sont précédés par leur réputation, d'autres n'ont pas encore la reconnaissance qu'ils méritent. Tous vont entrer dans l'histoire de l'art. Ils vont faire de Paris la capitale mondiale des avant-gardes. Avant Londres, avant Berlin, avant New York. Cette suprématie, Paris ne la doit pas au talent du cru, mais bien à ses exilés, ses apatrides. De l'autre côté de l'Atlantique, on regarde avec envie le vent de liberté qui souffle sur Paris. Car aux États-Unis, la prospérité des années 20 s'est accompagnée d'un puissant courant de moralisation. La vente d'alcool est interdite, c'est le début de la prohibition qui frappe l'ensemble du pays et fait basculer la fête dans la clandestinité. Tournant le dos à un pays puritain, les Américains vont débarquer massivement dans le Paris des années folles. Avec dans leur bagage des rêves et des dollars. Ces Américains sont jeunes. Il y a parmi eux des écrivains, des artistes ou encore des compositeurs et quelques héritiers venus jouer les mécènes et les collectionneurs. Ils ont tous soif de liberté, de musique, de danse et de fête. Ils savent qu'avec une poignée de dollars, ils seront les rois. Ils vont adorer Paris. À Cherbourg ou au Havre, on accueille jusqu'à 7 paquebots par jour. Les Américains deviennent alors la plus importante communauté d'expatriés du Paris des années folles. Aux terrasses des cafés de Montparnasse, ils pourront déguster un American Breakfast, en regardant passer un troupeau de chèvres, conduit par un chevrier qui propose du lait tout chaud tiré du pis, à même le trottoir. Tout ce qui pourrait sembler archaïque à un Parisien est dans les yeux de ces Américains, auréolé d'un charme fou. Les marchés odorants, les personnages folkloriques et les petits métiers, ce Paris pittoresque semble avoir été inventé pour eux. Le Paris des Américains, c'est celui des jolis mômes et des poulbeaux, celui de Maurice Chevalier.
De café-concert en cabaret, Momo s'est construit un personnage unique. Le canotier de travers, une gouaille irrésistible et des déhanchements swing de boxeur amateur qui ont fait de lui l'archétype du titi parisien. Ce Paris, c'est aussi celui que chante Miss Tinguette, qu'on surnomme tendrement la Miss, et qu'on applaudit des musicals de Broadway à la place Pigalle. C'est la promesse d'une amourette, dans cette ville où les femmes ont la réputation d'être faciles. Un Paris coquin dont le French Cancan du Moulin Rouge est la vitrine. Non, vous ne rêvez pas. Il s'agit bien d'une réclame pour des pâtes. Ça, c'est Paris. « 1920-1928, automobiles, gratte-ciel, téléphone, électricité font croire à l'Amérique qu'elle est entrée dans l'ère de l'abondance. La bourse s'envole, c'est le grand boom sur les actions. On joue à la bourse et les cours montent. D'énormes fortunes se font ainsi en quelques mois. L'euphorie est telle que le plus petit porteur achète des actions sans argent disponible. Pour les payer, il attend la montée des cours. Subitement, en octobre 29, l'optimisme s'effondre. Le 24 octobre, à la bourse de New York, les spéculateurs, par peur de la baisse, jettent toutes leurs actions sur le marché. La panique s'empare des petits porteurs. À midi, 12 millions d'actions ont été vendues. Pour arrêter l'effondrement des cours, 6 banques de New York rachètent les actions vendues pour 240 millions de dollars. Il y aura 5 jours de répit et c'est le mardi noir. 16 millions d'actions sont bradées ce jour-là. Les autres ne trouvent pas d'acheteurs, même au plus bas prix. La Grande Dépression commence. Ceux qui avaient acheté des actions à terme doivent vendre tout ce qu'ils possèdent. Un quart des banques du pays doivent fermer leurs portes. 76 000 entreprises déposent leur bilan. Les produits de la société de consommation ne trouvent plus d'acheteurs. Henry Ford licencie les 3/4 de ses employés. Les habitants sont chassés des logements qu'ils ont achetés à crédit. Les médecins et les commerçants n'ont plus de clients. Dans les villes, il y a 25% de chômeurs, mais la répression les empêche de s'organiser. Ils partent sur les routes à la recherche de n'importe quel travail. On distribue de la soupe aux familles les plus démunies. Faute de moyens financiers, le commerce extérieur s'arrête. Le revenu national des États-Unis chute de moitié. La crise atteint les autres pays industrialisés. Elle durera jusqu'à la veille de la guerre. La grande crise de 1929 a mis 2 ans pour traverser l'Atlantique et envahir l'Europe. Ici, on ne lui trouvera pas d'autre remède que la guerre. En attendant, le chômage tue, lentement. L'horloge de la France s'est arrêtée le 1er novembre 1918. Une république fantôme, 3e du nom,
expédie mal les affaires courantes. Depuis 60 ans, la France n'a pas changé de constitution. Elle se contente de changer de gouvernement tous les 6 mois. Le préfet de police, M. Chiappe, qui aime l'ordre en toutes choses, introduit les premiers feux rouges et les passages cloutés. Personne ne croit plus à cette République-là, ni à droite, ni à gauche. Enfant du général Boulanger, ils défilent le 1er mai, qui est pour eux la fête de Jeanne d'Arc, et non celle du travail, en bataillon de plus en plus serré. D'abord les anciens combattants, puis les croix de feu, ligues patriotiques enfin. Nostalgiques de la grandeur perdue, ils ont ressorti leur uniforme de la Marne ou de Verdun. Béret, décoration, godillot. 1932-1934, 5 ministères en 18 mois. La mécanique s'affole. Un chauffeur de taxi est condamné pour en avoir traité un autre d'espèce de député. Même pour la justice, c'est une insulte. Le scandale Stavisky sonne le halali. Au départ, une sombre affaire d'escroquerie. 500 millions de faux bons de caisse. Le coupable, un certain Sacha Stavisky, est en fuite. Et le scandale éclate. L'escroc bénéficiait d'incroyables protections, au Parlement et dans le gouvernement. 2 députés sont arrêtés, des ministres sont compromis. Le 8 janvier, coup de théâtre, on annonce le suicide de Stavisky à Chamonix, juste au moment où les policiers venaient l'arrêter. Curieuse coïncidence, ironise le Canard enchaîné, il s'est suicidé d'une balle qui lui a été tirée à bout portant. C'est le sauve qui peut. Dans un climat d'émeute, le président du Conseil, Édouard Daladier, éloigne le préfet de police, M. Chiappe, enfant chéri de la droite. C'est le prétexte. Au cri de « Vive Chiappe », Daladier démission, les croix de feu et les ligues s'ébranlent pour descendre les Champs-Élysées. Il les remontait depuis 10 ans. Objectif, le Parlement. Cette fois, c'est promis, c'est le coup de torchon. On va fesser les députés. En fin de journée, place de la Concorde, c'est l'affrontement inévitable avec le service d'ordre. Morts, 1600 blessés. Toute la nuit, les escadrons de la garde républicaine ont chargé. Les manifestants ont tranché les jarrets des chevaux à coups de rasoir. Au Parlement, les députés affolés se sont enfuis en province. Aux portes du Palais Bourbon, le colonel de la Rocque a regardé sa montre. Il est minuit, on rentre à la maison. Cette nuit-là, la France pantouflarde a échappé au fascisme. Les ligues pouvaient abattre le régime, elles se contentent de renverser le gouvernement. Un de plus. Depuis la scission de Tours en 1920, la classe ouvrière est déchirée. Socialistes et communistes sont des frères ennemis. Leurs dirigeants ont refusé de se rencontrer pour organiser une riposte commune au 6 février. Les communistes seuls ont manifesté à la République
et dressé des barricades. Les combats de rue avec la police ont duré 5 heures et fait 9 morts. Aujourd'hui, 12 février, les socialistes défilent de Vincennes à la Nation. Le Parti socialiste SFIO est alors le premier parti ouvrier de France. Héritier du vieux romantisme révolutionnaire français, il a ses gauchistes et ses trotskistes. En débouchant sur la place, il voit s'avancer vers eux une autre colonne. Ce sont les communistes qui se sont décidés à la dernière minute. Que va-t-il se passer? Va-t-on se battre devant le service d'ordre, comme on le fait depuis 15 ans? Les dirigeants s'avancent pour parlementer, mais de la foule, déjà s'élève un seul cri: unité. Ce jour-là est né le Front populaire, ici, dans la rue. Le Troisième Reich prend naissance au milieu des flammes. Le monde entier se demande si ce sont les nazis eux-mêmes qui ont mis le feu au Reichstag. C'est le début de la révolution communiste. Nous n'aurons pas de pitié. Tous les responsables communistes doivent être abattus sur le champ. Tous les députés communistes doivent être pendus cette nuit même. Bien sûr, il n'y a pas de révolution. Mais l'incendie a agi comme un déclencheur. Encore un énorme mensonge de propagande. Maintenant, la terreur nazie peut s'exprimer dans toute son ampleur. Les premiers camps de concentration apparaissent. On y enferme sans procès tous ceux qui osent s'opposer aux nouveaux dirigeants quand ils n'ont pas déjà été exécutés par les troupes d'élite. Pour détourner l'attention du peuple de cette horreur, on organise des défilés spectaculaires, jamais vus depuis l'époque de l'empereur Wilhelm. Deux jours plus tard, l'Assemblée du Reichstag se réunit dans son nouveau siège, l'Opéra Kröll. On doit y voter une loi totalitaire qui retirera tout pouvoir aux représentants du peuple. Hitler, en tant que chancelier, aura tous les pouvoirs. Le président du Reichstag, qui n'est autre qu'Hermann Göring, surveille les procédures avec des jumelles. Tous les députés communistes ont été soit arrêtés, soit assassinés. Parmi les nombreux autres partis, seuls les démocrates sociaux, par la voix d'Otto Wels, s'opposent à cette loi cruelle. Tous les autres votent avec les nazis. À l'extérieur, les soldats en chemise marron hurlent « Nous voulons la loi, sinon nous mettrons tout à feu et à sang !» Et ils ont obtenu leur loi. Ainsi d'ailleurs que le peuple allemand tout entier. Tout de suite, Goebbels prend le contrôle de la presse et de l'information. La propagande a maintenant le pouvoir absolu. Chaque jour, les journaux se voient dicter ce qu'ils doivent écrire et comment l'écrire, et ce qu'il ne faut pas dire. Tous les scénarios sont maintenant soumis à la censure. Le choix des acteurs également. Dorénavant, le peuple allemand saura uniquement ce que le Führer veut bien qu'il sache. La propagande nous a portés au pouvoir. La propagande nous a permis d'y rester. La propagande nous permettra de conquérir le monde. 14 juillet 1935. 500 000 personnes dans les rues de Paris. Le succès de la journée du Front populaire encourage communistes, socialistes et radicaux à élaborer un programme commun à l'approche des élections. De l'unité d'action réalisée depuis 1934 contre les ligues fascistes, Thorez, Blum et Ramadier décident de passer au stade supérieur de la gauche unie. Au premier tour des élections, le 26 avril, les désistements réciproques entre communistes et socialistes permettent le 5 mai la victoire électorale du Front populaire. Plus nombreux, les socialistes prennent le gouvernement. Les communistes hésitent à participer. Finalement, ils choisissent le soutien sans participation. Le 11 mai, la première grève éclate. Elle fait tache d'huile. L'agitation s'alimente de l'espoir de changements immédiats que le succès électoral a fait naître. Pour la première fois, les ouvriers occupent leur usine jour et nuit. Le 7 juin, Blum convoque patrons et syndicats. Les accords Matignon sont signés dans la nuit et c'est l'explosion de joie.
Les concessions vont plus loin que le programme de Front Populaire. Les salaires, la semaine de 40 heures, les congés payés, les conventions collectives, les délégués du personnel. Mais les grèves continuent. Le 11 juin, il y a 2 millions de grévistes. Le gouvernement semble impuissant, le syndicalisme débordé. Le 12 juin, Maurice Thorez, secrétaire du PCF, déclare « Tout n'est pas possible maintenant, il faut savoir arrêter une grève ».
Il y a encore beaucoup de vieilles fermes, avec le tas de fumier dans la cour et la mare pour les animaux. On élève des chèvres, il y en a même dans les villages. Il y a encore peu de tracteurs, ce sont les chevaux. Celui-ci emmène les enfants à l'école. C'est le Schulbus de l'époque. On laboure au Brabant. Quelques élevages de vaches. On trait les vaches à la main et on va même parfois chercher le lait dans la laitière en aluminium. C'est pas de la volaille de supermarché, ça galope dans la campagne. Et ensuite on va les vendre au marché. On élève aussi du mouton. Et il n'a pas de tondeuse électrique, tout à la main. On moissonne à la lieuse. Les moissonneuses-batteuses n'arriveront qu'en fin des années 50. On bat à la machine avec l'aide des voisins. Dans notre région, les tracteurs sont rares et on utilise encore la vieille locomobile à vapeur. On élève des cochons un peu partout dans la campagne. On tue le cochon, bien sûr. Et souvent, à cette occasion, on fait un petit casse-croûte avec les voisins.
Un grand moment, les vendanges, ça mobilise du monde. On n'a pas toujours des ancées et on défonce une tonne pour ramener la vendange. C'est pénible, mais c'est très convivial et les jeunes s'amusent bien. En pays vigneron, c'était la grande fête. Le cantonnier balaye là où le cortège va passer. Les reines de Saint-Vincent, c'est elles qui nous distribuaient le pain béni à la messe. Il y avait aussi une tradition, on allait souvent déposer une gerbe au monument aux morts avec le curé. Et on défile pour aller à la messe en musique. C'était aussi une occasion de rencontre. Tiens, une voiture, une 4 chevaux. Et après la messe, on part au gueuleton, en musique bien sûr. Dans les villages et les bourgs, l'eau potable n'est pas encore arrivée partout. Ça permet aux voisines de bavarder.
Beaucoup de femmes vont encore rincer le linge dans les lavoirs. Ce jour-là, les boulangers font aussi de la pâtisserie. Les supermarchés n'existent pas et il y a beaucoup de petits commerçants. Les petites boulangeries n'ont pas toutes des pétrins et l'on cuit au feu de bois. À l'épicerie, on peut tout acheter au détail. Le vinaigre, le sel, le lait, tout. Il est aussi forgeron et tout le monde se rappelle de la chanson du marteau sur l'enclume. Il tourne ses cercles de barriques à la main sur la bigorne. Est-ce qu'on sait encore faire? Beaucoup de ces petits métiers ont aujourd'hui disparu, mais ils faisaient vivre nos villages. L'école n'a guère changé par rapport à notre enfance, sauf qu'il y a moins de blouses grises. Mais les gamins sont toujours égaux à eux-mêmes. C'est la volée de moineaux à la sortie. Attention gardement, le garde champêtre n'est pas loin. Il allait lire les avis de la mairie aux quatre coins du village. Les plages de l'Atlantique sont encore fermées à cause du déminage et celles de Montrichard tournent à plein régime. Pour nous, pas de voiture, seulement nos vieux vélos. Pour les mieux lotis, c'est les mobylettes. Et pour les plus riches, c'est les Vespa. On a des copains, on joue au foot.
personne ne sent venir l'orage. Pourtant, la guerre d'Algérie vient de commencer. 6 mois seulement après Dien Bien Phu, quelques centaines d'indépendantistes algériens regroupés dans un front de libération nationale se lancent eux aussi dans la lutte armée. Ils sont une poignée. Ils ne sont pas soutenus par la population, mais la guerre d'Algérie vient de commencer. Ils refusent de débuter une guerre dans un département français, car ce serait une guerre civile. L'Algérie, c'est la France, et non un pays étranger, déclare-t-il à l'Assemblée nationale. Toute la classe politique en est convaincue. Nous ne voulons pas atteindre la masse de la population. Nous ne voulons pas la frapper. Nous voulons même l'épargner, au risque, le cas échéant, de perdre certains atouts dans la recherche des coupables. D'abord, nous avons voulu en toutes circonstances que la population n'ait pas à souffrir. Mais les hommes politiques de la 4e République ne voient pas la marche inexorable de la décolonisation. Mendes France vient de nommer un nouveau gouverneur général, Jacques Soustelle. C'est lui l'autorité suprême en Algérie. Les Berbères s'appellent entre eux les hommes libres. Ils sont 9 millions et ont toujours peuplé cette terre. Mais l'Algérie, c'est aussi une population européenne. Depuis 1830, année de la conquête, on fête le 14 juillet. On danse, on pavoise, mais sous les palmiers. Ces gens sont venus de France, d'Espagne, d'Italie, de Malte. Eux aussi aiment passionnément cette terre qu'ils ont contribué à développer. Combien de temps ces communautés vont-elles pouvoir encore cohabiter? Les Européens ne sont qu'un million et vivent coincés à l'occidental. Et de l'autre, dominant la ville moderne, il y a la Casbah, le quartier musulman. La Casbah, futur bastion des hommes du FLN. Mais ce que Soustelle comprend, c'est que le système colonial a créé une société inégalitaire. Musulmans et Européens ne possèdent pas les mêmes droits. Une séparation insidieuse s'est faite entre les deux communautés. On va à la plage, mais entre soi. Et si les Européens sont en majorité des familles modestes, quelques centaines d'entre eux possèdent les grandes exploitations agricoles. On les appelle les colons. Le rapport de force né de la conquête et de la colonisation ne s'est au fond jamais démenti. Soustelle voit aussi la misère. Les bidonvilles, l'abandon de ces populations. 9 Algériens sur 10 ne savent ni lire ni écrire le français. Il sait que ce sont là les ferments de toutes les révolutions. Des sections administratives spécialisées, les SAS. Il y en aura 700 à travers le pays. Les militaires sont utilisés dans un rôle inhabituel. Le parachutiste en treillis se mêle à la population et devient instituteur. Il apprend à écrire, à lire et bien sûr à chanter la Marseillaise. Dans certains villages, on voit pour la première fois un médecin. Là aussi, c'est un militaire.
On l'appelle le Toubib. C'est une autre forme de guerre qui débute, celle de la conquête des cœurs. L'objectif, gagner l'affection du peuple, le détourner du FLN. Cette population qui n'a pas encore pris parti en majorité pour l'indépendance est devenue un véritable enjeu. Ce principe de contre-guérilla, les militaires français en ont appris les règles en Indochine. Leur stratégie, la générosité. Leur arme, la main tendue. À Philippeville, dans le nord constantinois, à la machette, à la hache, au couteau et même à la pioche. Des milliers de paysans algériens s'attaquent sans distinction aux hommes, aux femmes et aux enfants. Le plus jeune n'a que 5 jours. Au total, 123 Français sont tués, dont plusieurs dizaines de musulmans modérés. Le choc psychologique est violent, définitif. Le point de non-retour vient d'être franchi. C'était bien l'objectif de certains dirigeants du FLN. Le visage de la guerre d'Algérie se dessine. Sauvage, violent, aveugle. Jacques Soustelle est bouleversé par ce qu'il voit. C'est un autre homme qui quittera l'hôpital de Philippeville. Profondément choqué, il décide de changer de politique. Le temps des réformes est révolu. La répression militaire sera à la mesure du choc. La haine et la peur se sont installées partout. Il s'y mêle désormais la soif de vengeance des milices civiles que Soustelle cherche à désarmer afin d'éviter l'escalade du sang. Il proclame l'état d'urgence et demande à l'armée de traquer les rebelles par tous les moyens. Les directives officielles reçues par les soldats français sont: tout rebelle faisant usage d'une arme ou étant aperçu une arme à la main sera abattu sur le champ. Et c'est en faisant campagne pour la paix en Algérie que le socialiste Guy Mollet remporte les élections de décembre 1955. Sa première décision de président du Conseil est de congédier Jacques Soustelle. Ils sont 100 000 à spontaner que les Français d'Algérie prennent à accompagner, et même à vouloir empêcher son départ. Les Français d'Algérie ne veulent pas du général Catroux, le successeur de Soustelle. Ils se méfient de cet homme qui vient d'accompagner la Tunisie vers l'indépendance. Il défie le pouvoir, ose interrompre la minute de silence et, comble de l'humiliation, lance sur le président du Conseil toutes sortes de projectiles et de tomates. Une colère et de simples tomates qui vont faire plier la République. Il demande à Catroux de démissionner le jour même. Les Français d'Alger prennent alors conscience de la faiblesse de la République et surtout de leur pouvoir. Ils seront bientôt enrejoués. À peine rentré à Paris, Guy Mollet nomme un nouveau ministre pour l'Algérie. Robert Lacoste, un ancien résistant de la première heure, membre comme lui de la SFIO, le parti de gauche majoritaire. Guy Mollet demande aux députés de lui accorder des pouvoirs spéciaux. Le vote est massif, 455 voix pour, communistes inclus. Guy Mollet prend une décision lourde de conséquences. Il engage dans la guerre les appelés du contingent et porte le service militaire à 28 mois. Une éternité. Du jamais vu depuis la mobilisation de 1939. Ils rejoignent les classes de rappelés déjà sur place. 400 000 soldats français seront bientôt présents en Algérie. Un dernier baiser pour une maman. Un dernier regard pour une fiancée. Un dernier geste avant l'inconnu.
La plupart de ces garçons n'ont jamais quitté leur famille. Ils ne sont préparés ni au dépaysement, ni à la guerre. Ma petite maman, ne t'inquiète pas. Le capitaine a été clair. On part pour assurer le service d'ordre, pas pour le casse-pipe. À l'écoute du journal parlé ou télévisé, vous posez la même question. Quelles sont les nouvelles d'Algérie? La même question que je me pose aussi à chaque heure. Qui de vous, qui de nous n'a un fils, un fiancé, un mari, un parent, un ami là-bas? La volonté du gouvernement, c'est que le sang ne coule plus en Algérie. Venant de la région parisienne. Ils n'ont plus que 14 jours à vivre. Sur cette route de montagne qui s'accroche aux gorges de Palestro, leur section va tomber dans une embuscade tendue par l'armée de libération nationale. Ils sont tués en moins d'un quart d'heure. En France, l'émotion est immense. Des jeunes meurent pour cette terre lointaine. Guy Mollet avait promis la paix. Il a plongé dans la guerre totale. Et c'est François Mitterrand qui se retrouve de nouveau en première ligne, mais cette fois-ci comme ministre de la Justice. Affaibli politiquement, Guy Mollet doit reprendre l'initiative. Il décide d'engager le combat contre le président égyptien, le colonel Nasser. Avec ses alliés britanniques et israéliens, la France se lance dans l'expédition de Suez. Nous découvrons aussi un certain nombre de misérables villages ou de mechtas isolés, privés d'eau, d'électricité, avec des Arabes très pauvres qui survivent comme ils peuvent. Il nous faudra quelque temps pour découvrir les pieds noirs. Il n'y a pas que les colons. Ils sont très influents, mais quelques milliers seulement. La plupart des pieds noirs sont de petites gens, petits ouvriers, petits employés, petits commerçants. Ils ne roulent pas sur l'or. On est à côté du bar d'Angelotti. Il y a aussi le café d'Oubeda et celui de Marsado. C'est vrai qu'ici, on risque pas d'avoir soif. On a de tout. Pareil qu'en France. Des produits frais, un quincaillier, un pharmacien. Là, avec le béret, c'est Benamou, le roi du sur-mesure. Ces gens sont venus de France, d'Espagne, d'Italie, de Malte. Eux aussi aiment passionnément cette terre qu'ils ont contribué à développer et à faire prospérer. والو حقهم ما أحوله
مشتغل الباطل شو هذا مش هذا تاع الصح وين حقهم جابوهم قالوا لهم عليكم الامان وما سيدي رسول الله امان الامان نتاع النبي ومحمد وجابوهم الهول هما يستخير يقراوا عليهم قال خطبه نهار دم عمروا بهم الجوامع وعمروا بهم الديار وعمروا بهم القات لبسوا البرانس الجنود ولبسوا القناطر ولبسوا كلش نهار عاد هو وقت عاد الثلاثة ولا الرابعة هما يخرجوا بالخمسة ويذبحوا نهار يخرجوا بالخمسة ويذبحوا ما عجلوش ولا يعني ما قصبوش الذبيحة ما قصبوش الذبيحة الشعب بزاف ولا يطيروا عنهم الرافال يدي هكذا اللي مكتفين واللي مذبوحين واللي متورقين وعلى بعضها Le 16 septembre, son discours à la télévision fait l'effet d'une bombe. En vertu du pouvoir que m'attribue la Constitution de consulter les citoyens, pourvu que Dieu me prête vie et que le peuple m'écoute, je m'engage à consulter les Algériens dans leurs 12 départements au sujet du destin qu'ils veulent adopter. L'Algérie, avec ou sans la France. Les Algériens se prononceront par référendum. Pour les pieds noirs, c'est une catastrophe. Car leur vote est minoritaire face aux 9 millions de musulmans. Dès le mois de janvier 1960, les pieds noirs se révoltent et montent des barricades. Les insurgés se rendent au bout d'une semaine. Ce n'est que le premier échec d'une longue série. Cette fois, c'est l'armée qui prend le parti de l'Algérie française. 22 avril 61 au matin, des régiments de légionnaires et de parachutistes occupent la ville d'Alger et lancent un putsch contre l'État. Le putsch des généraux ne dure que 3 jours, le temps de s'apercevoir que toute l'armée ne suit pas le mouvement. Les officiers putschistes se rendent le 25 avril. Ils sont envoyés à la prison de la Santé à Paris. Avec eux, disparaît pour les pieds noirs la dernière chance de conserver l'Algérie dans la France. Leur cause est devenue désespérée. Et c'est une organisation clandestine, l'OAS, organisation armée secrète, qui prend le relais. Comme le FLN, elle multiplie les attentats. L'Algérie sombre dans le chaos. En mars 1962, un cessez-le-feu est signé à Évian entre la France et les nationalistes. À Alger, le 26 mars, l'armée française tire sur une manifestation pieds noirs. Plus de 60 morts, une centaine de blessés et la panique qui s'installe. L'exode des pieds noirs commence, il ne s'arrêtera plus. Le 1er juillet 1962, les Européens ne sont plus que quelques dizaines de milliers quand se déroule le référendum. Un vote massif en faveur de l'indépendance. Elle est proclamée le 5 juillet. Huit ans de guerre, un bilan que les historiens évaluent à 300 000 morts. Et déjà, les représailles. Les nationalistes lancent la foule contre les anciens alliés des Français.
Comme ici, en Kabylie, quand des milliers d'habitants filmés par les parachutistes encerclent les maisons des harkis. Des familles entières tentent de fuir devant les menaces de la foule. Ce jour-là, les parachutistes parviennent à les évacuer de justesse. Mais c'est une exception. Dans les prochains mois, plusieurs dizaines de milliers de harkis seront assassinés, dans des conditions horribles et l'indifférence de l'État français. Ainsi prenait fin l'Algérie française. La guerre d'Algérie a provoqué la mort de 270 000 Algériens, dont environ 50 000 harkis, victimes de l'épuration, et 25 000 musulmans morts dans les purges internes au FN. Côté français, 30 000 personnes ont trouvé la mort dans cette guerre, parmi elles 1700 disparus pieds noirs, dont les familles sont toujours sans nouvelles aujourd'hui. Elles n'ont donc pas pu faire leur deuil. La guerre d'Algérie, c'est la guerre qui n'aurait dû jamais avoir lieu. Mais vous ne pensez pas que l'Algérie aurait évolué quand même vers une indépendance? Elle aurait évolué vers l'indépendance, mais multiraciale. Les Français d'Algérie étaient déjà des Algériens au même titre que nous. Des fois, il y a des gens qui regrettent de faire la guerre contre les Français, regrettent d'avoir chassé des Français. Parce qu'au moins, autant des Français, ils vivaient, ils mangeaient à leur faim. Maintenant, ils ont fait la guerre, ils ne mangent pas à leur faim. Macron, il enlève l'ISF. Son gouvernement n'arrête pas de chercher de l'argent partout, à tout va. Mais le peuple français, les Français qui vivent en France, qui travaillent en France, à force de leur prendre, mais ils en ont marre. Ils en ont marre qu'on voit. C'est bien de faire du bénévolat. C'est bien d'aider les gens, d'accueillir des migrants. Malheureusement, il y a des gens qui sont dans le besoin. Mais on ne peut pas les aider au détriment et mettre en dessous de tout, en dessous du minimum social, les gens qui ont travaillé toute leur vie. Donc, que l'on fasse des choix dans ce pays, à un moment donné, de dire on veut bien faire
Et on a pu voir aussi des scènes incroyables, c'est-à-dire hein, des racailles. On va arrêter, parce que je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas, on va arrêter de faire les faux culs. Sur cette vidéo, on va aller droit au but hein, et on va dire ce qu'on pense. Des trous de balles, des trous du cul, toujours les mêmes, qui profitent de la victoire de l'équipe de France, parce qu'ils ne sont pas supporters, hein, ils ne sont pas pour la France, hein, rien du tout. Ils ont juste profité de rassemblements pour casser, vandaliser, agresser et cambrioler même des magasins. On a pu le voir sur les réseaux sociaux, un petit peu à droite et à gauche. Bon, moi, j'ai la voiture, la vitre arrière qui est cassée. Je pense pas que c'est des personnes qui étaient supporters de l'équipe de France. Je pense que c'est juste des gens qui ont jeté, comme d'habitude, des bouts de verre, des caillasses, des choses sur les forces de l'ordre et sur les gens qui voulaient faire la fête. Ok. Mais on peut tomber sur les réseaux sociaux sur des vidéos comme celle que j'ai entre les mains. Voilà, de jeunes champions de la connerie, parce que nous on est champions du monde de foot, mais eux c'est des champions de la connerie. Donc je vais vous la faire partager, et puis ce que je vais faire c'est que on va faire en sorte de retrouver ces trous de balles et de montrer un petit peu la réalité. Parce que même si on veut tous unis, il y aura toujours une minorité de trous de balles qui vont nous casser les couilles. Et d'ailleurs, avant même de montrer la vidéo, à toutes les personnes qui diront « Oui, Halki, vendu, espèce de sale Halki !» Je vais vous dire une chose. Vous êtes des trous de balles et vous n'avez pas fait votre choix dans votre vie parce que vous êtes schizophrène, parce que vous vous sentez pas français. Une fois que vous allez au bled, vous vous sentez pas français parce qu'ils ne vous acceptent pas comme eux, hein, comme Algériens, Tunisiens, Marocains, peu importe. Et quand vous êtes ici, vous ne vous sentez pas français. Donc c'est vous qui vous êtes exclus. Donc ne faites pas chier à ceux qui se sentent bien dans leur peau. Ok les gars? Bon, je vais vous montrer la vidéo. Bon, je vais pas donner ta localisation parce que voilà. T'es plutôt Croatie ou... Voilà, c'est beau. Écoutez bien. Écoutez bien ce qu'il va dire. C'est un feu de camp que tu veux faire. Les musulmans se lancent, s'explosent au Stade de France. Voilà, les musulmans se lancent, s'explosent au Stade de France. T'es là. Voilà. Bon, on va pas montrer toute la... c'est peut-être contagieux. Voilà ce qu'on peut trouver aujourd'hui, alors que c'est un jour historique. Alors que c'était la fête nationale il y a quelques jours, alors qu'il y a quelques années, jour pour jour, il y avait les attentats de Nice, alors que la France est championne du monde, vous nous cassez les couilles. On en a ras-le-bol de vos tronches de cul, on en a ras-le-bol de vous, vous nous cassez les couilles. Et c'est toujours les mêmes. Arrêtez de faire croire, parce que moi, j'ai une légitimité, hein. J'ai une tête et j'ai des origines qui font que je peux me permettre de le dire. Mais vous nous cassez les couilles. C'est toujours les mêmes qui ont un problème avec ce drapeau. Mais si moi je vais en Algérie et je vais prendre le drapeau algérien et je dis les Français ont fait la guerre à l'Algérie pour vous mettre par terre, comment ils vont le prendre? Ils vont pas m'enchaîner, ils vont pas me pendre. Alors pourquoi est-ce que nous, on doit fermer notre gueule et rien dire? Non mais attendez, faut pas faire d'amalgame, faut pas dire... Gros, c'est toujours les mêmes, c'est toujours les mêmes. Hier j'étais en ville, il y avait des petits, des femmes enceintes, des femmes, des vieilles personnes, des personnes âgées. Et il y a toujours les mêmes trous de balles qui jettent des choses sur la police. Et non mais ils nous ont cherchés. Mais arrête gros, il veut juste rentrer chez lui aussi faire la fête. Arrête de trouver des excuses. Regardez, j'ai encore les traces des fumigènes que la police a dû jeter pour essayer de disperser les trous de balles. On en a ras-le-bol de vous. Arrêtez de nous casser les couilles. Vous aimez pas ce pays? Prenez vos clics, vos claques. Allez dans un autre pays, allez en Russie. Allez en Russie et dites j'encule Poutine. Tu vas voir, ils vont te mettre une vodka dans le cul. Tu vas danser. Oh la tcha la tcha. Cassez-nous pas les couilles, on en a ras-le-bol de vous. Laissez-nous être fiers d'être français, laissez-nous être fiers de notre pays. Oh, vous nous cassez les couilles tout le temps. 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Ouais, Noël, c'est pas une fête religieuse, on s'en bat les couilles. On veut juste être heureux, qu'est-ce que vous nous cassez les couilles? Oh là là. Toujours là, il y a un problème le lundi, le mardi, le mercredi. Vous nous stigmatisez. Tu te stigmatises tout seul, mon pote. Tu sors dans la rue, tu dis... J'aime la France et sa diversité et ça suffit. Pourquoi tu cherches la merde tout le temps? Pourquoi? C'est pas un champion du monde celui-là? Regarde-moi ça. C'est pas un champion? C'est pas un trou de balle celui-là? Tu vas me faire croire? Non, mais c'est un complot. Ça se trouve c'est pas vrai. C'est vrai. Ils sont comme ça. Ils aiment pas ce pays. Eh ben nous, on va partager un maximum cette vidéo pour vous montrer qu'on aime ce pays, qu'on est fier d'être français, que ça soit blanc, noir, jaune, musulman, athée, chrétien, juif, homosexuel si ça te fait chier, mais c'est comme ça, ce pays, il est comme ça, il est beau par sa diversité et son arc-en-ciel culturel. Et si toi t'as un problème, eh ben va te faire foutre et arrête de nous casser les couilles, ok? Nous on est fiers d'être français, pourquoi on devrait nous s'asseoir et dire ouais mais c'est vrai qu'on devrait remettre en cause un peu ce pays? Non, il est beau ce pays, va dans ces pays africains où il n'y a même pas le RSA mon pote. Il n'y a même pas le revenu minimal. Il n'y a même pas de sécurité sociale, trou de balle.
Tu peux rien faire, tu crèves. Eux, ils ont compris la chance que c'était de venir ici, nos ancêtres, et de travailler, de respecter ce drapeau. Pourquoi tu l'embrasses pas? Tu parles français, tu manges français, tu chies français, et tu chies sur ce drapeau? T'as pas honte? Bande de trous de balles, c'est à cause de vous qu'on nous aime pas. Alors que nous, on travaille, on fait toutes les choses dans le silence. Putain, ils cassent les couilles, toujours les mêmes, la tête de ma mère. Je vais leur refaire ma vitre, à cause de qui? Bah à cause des mêmes, voilà. Bon, merci à tous, je suis désolé, mais au bout d'un moment, allez, faut arrêter de faire les faux culs. Non, mais attendez, ouais, on va trouver les mots, y a pas de mots. Allez vous faire enculer, vous n'avez pas ce pays, eh ben allez vous faire enculer ailleurs. Et laissez-nous, nous tous, les gens intelligents et simples d'esprit, nous aimer entre nous. Même si c'est que de la baballe et du foot, et ben si la baballe, elle peut tous nous réunir, on prend ce qu'il faut, hein, on se satisfait du minimum. Merci à tous. N'hésitez pas à partager de partout cette vidéo pour retrouver ce trou de balle là, parce qu'ils méritent pas d'être ici, hein, et de manger sur notre sol, alors qu'il y en a qui méritent plus que eux, ok, qui sont plus dans le besoin. Merci à tous, merci les bleus. Seul on va vite et ensemble on va plus loin. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo un maximum. Je vous aime, que tu sois noir, blanc, musulman, chrétien, peu importe. Dans ses yeux, il y a de la souffrance. Ça ne se voit pas. Dans son cœur, il y a de la vaillance. Ça ne s'entend pas. Ses bras ont perdu leur puissance. Mais il est toujours là. Prêt à se lever pour la France, le vieux soldat. Derrière lui, il y a une existence. Je te raconte pas. Ça commence dans la résistance. C'est loin, déjà. Il sortait à peine de l'enfance. En ce temps-là,
les nazis crevaient la France. C'est pour ça. Ça lui fait mal, toutes ces insultes, crachées sur la France, que l'on traite de pute. Ça lui fait mal, le drapeau brûlé, le drapeau souillé, la mémoire tachée. Ça lui fait mal, il la mauvaise, lorsque l'on siffle la Marseillaise. Ça lui fait mal de voir son pays livré au mépris. Il en est meurtri au respect. Il veut du respect, juste du respect. Respect. Les symboles ont de l'importance. Pour cet homme-là, l'addition de toutes les offenses fait du dégât. Faut dire que ça n'arrive qu'en France. Toutes ces outrances-là. Il vient défier l'irrévérence. Le vieux soldat. Ça lui fait mal, toutes ces insultes, crachées sur la France, que l'on traite de pute. Ça lui fait mal, le drapeau brûlé, le drapeau souillé, la mémoire tachée. Ça lui fait mal, et la mauvaise, lorsque l'on siffle la Marseillaise. Ça lui fait mal de voir son pays livré au mépris. Il en est meurtri. Respect. Il veut du respect. Juste du respect. Le respect. Écoutez. Respect.